Le monde d'à peu près. Bonjour chers auditeurs, ravi de vous accueillir pour une nouvelle émission du Monde d'à peu près avec Lamine comme animateur et chroniqueur, rappelez-vous. Et à l'habitude, mes chroniqueurs, mes acolytes habituels, que sont Nicolas et Ludo. Salut à vous. Bonjour. Bonjour à tous. Et on a un invité d'honneur qui nous vient de Paris, mais qui n'est pas parisien, Monsieur Bassam Tahan, qui est politologue, islamologue. Il cumule les titres. En fait, je pense qu'il serait de bonne loi qu'il se décrit, que se présente lui-même. Alors, je tiens quand même à signaler, il y a quelques semaines, on a eu une conférence qui avait été organisée avec Michel Collomb. Malheureusement, on a reçu des pressions du bourgmestre, ou, comme le disait Bassam Tahan, du boubmestre. J'aimais bien cette expression. Parce qu'on disait de Bassam Tahan qu'il était un islamiste intégriste. Alors, Bassam, est-ce que tu veux bien expliquer à nos auditeurs qui tu es? Es-tu vraiment un intégriste et un islamiste? Alors là, c'est vraiment étonnant. Ça prouve que les services ne sont pas très performants pour tomber dans une erreur aussi grave. Parce que moi, d'abord, culturellement, je ne suis pas musulman. Je suis né dans une famille chrétienne, melkite. C'est les chrétiens arabo-byzantins. Et je dois beaucoup d'ailleurs à la Belgique. J'ai eu des profs belges au Liban. Je suis syrien d'Alep, mais j'ai fait mes études au Liban, à Sainte-Anne de Rayak. Et là, permettez-moi de rendre hommage à 3 profs belges qui ont été une lumière franchement pour moi. C'est le père Imblé, qui est un père blanc. Les 3 sont des pères blancs. Imblé, Van Langen-Acker, Aloïs, et puis un grand théologien et esthète et spécialiste d'iconographie, le père Antoine Lamans, dont l'oncle Henri Lamans est un des plus grands islamologues de la première moitié du XXe siècle. Évidemment, en rendant hommage aux Belges, on aussi hommage à tous les Français et Arabes, Libanais. Dans ce lycée fantastique, on était, n'est-ce pas, choisis un peu partout dans le Proche-Orient pour faire des études. Voilà, donc, alors il se peut que des Bassam Tahan, il y en a, j'ai vérifié, une 50aine dans le monde, alors il se peut qu'il y ait un islamiste, why not, mais en tout cas, ce n'est pas moi. Au contraire, moi je suis parmi les spécialistes des épîtres de Hassan al-Banna, le fondateur des Frères musulmans. Et j'ai montré en quoi les épîtres de Hassan al-Banna poussaient à l'islamisme dans son image la plus sombre, c'est-à-dire reprendre l'Occident chrétien, entre guillemets, l'islamiser, voilà. Donc, je suis désolé de ne pas correspondre au portrait du maire. Mais on espère que le bourgmestre écoutera cette émission et qu'il pourra rectifier par lui-même et comprendre un peu qui est qui et qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on est de nouveau dans un cliché ou une méconnaissance totale et tout ça pour rien, en fait, finalement. Oui, alors, j'ajoute, si vous voulez, j'étais le premier directeur de séminaire à l'école de guerre, le collège interarmé, où on forme les généraux. J'ai peut-être formé des généraux belges sans le savoir, parce que je crois qu'il y avait une 60aine de nationalités au collège interarmé quand j'ai enseigné. Et mon séminaire s'intitulait La géopolitique de l'islam dans le monde. C'était en 2003. Donc, ça précédait pas mal de choses, d'événements. Mais malheureusement, vous savez, on n'est pas suivi. Vous dites des choses, d'accord. C'est-à-dire que, vous savez, en France, moi, j'ai l'impression qu'il faut... c'est un peu mafieux, je dirais. C'est-à-dire, il faut que vous apparteniez à un groupe
un peu, voilà, vous êtes des leurs, donc on vous écoute. Hein. Mais si vous êtes un indépendant, un franc-tireur, une pensée à part, vous n'êtes pas soutenu et on vous écoutera pas. Moi, comment je suis arrivé à l'école de guerre, c'est par des émissions sur Radio Classique sur le Proche-Orient, avec un ami qui est maintenant célèbre, Harold Iman, qui est un journaliste franco-américain. Et il m'a interviewé souvent sur le Proche-Orient. Alors c'est tombé dans l'oreille d'un colonel de l'école de guerre. Et il m'a appelé et il m'a dit, voilà, on aimerait bien que vous animiez un séminaire chez nous. Alors évidemment, ils ont vérifié, ils ont vu que j'avais 20 ans d'enseignement, de géopolitique, de géostratégie à l'École nationale supérieure des techniques avancées, qui dépend du ministère de la Défense, et puis également à l'école polytechnique. Enfin, j'aime pas parler de moi, mais qu'est-ce que vous voulez là? Vous me mettez dans une situation où il faut que je me défende un peu. Bien entendu. Me traiter d'islamiste, c'est vraiment n'importe quoi. Voilà. On va envoyer ton CV au bourgmestre. Alors, vous voyez, qu'est-ce que j'ai fait, moi, en France? Je vais vous raconter. J'ai débarqué à l'école normale supérieure avec une bourse pour faire une thèse sur les nouvelles méthodes de critique contemporaine. Pourquoi on m'a envoyé? J'étais major au bac, major à l'université syrienne. J'ai eu une distinction de Gulbenkian. J'étais à l'époque pauvre. Ils m'ont donné quand même $2000. Parce que j'avais une des moyennes les plus hautes dans toutes les universités du Proche-Orient. Ah. Vous voyez, après, j'ai enseigné 2 ans à l'université d'Alep. Hein. J'ai enseigné le français, le latin, la traduction, la linguistique, avant de venir en France. J'ai eu beaucoup de problèmes pour venir en France parce que j'étais pas du parti basse. Et il faut dire que c'était compliqué cette période où c'est pareil, il faut appartenir à un groupe pour que vous puissiez être reconnu, aidé, voilà. Alors arrivé en France, j'ai fait ma thèse, j'étais chargé de cours à l'université de la Sorbonne Nouvelle, Paris 3, et là j'étais dégoûté de l'université. Pourquoi? Parce que moi j'étais chargé de cours de linguistique arabe, embauché par le célèbre professeur, mon maître David Cohen, un Français d'origine tunisienne, un homme de gauche, un puits de science, et qui était très objectif. Honnêtement, il m'a entendu une fois, j'étais passé dans son séminaire, il m'a appelé, il m'a dit « Vous venez d'où, vous ?» Je lui ai dit « Je viens d'Alep. » Il m'a dit « Vous savez que parmi les grands linguistes français, il y a quelqu'un qui venait d'Alep, et puis, très bien, l'année prochaine, vous allez me remplacer en 2e année pour la linguistique. » C'était pour moi, si vous voulez, une reconnaissance. Mais pourquoi je dis j'étais déçu? Parce que moi, je touchais 25 francs de l'heure en tant que chargé de cours. On travaillait comme des ânes, c'est moi le terme. Et les professeurs titulaires n'étaient pratiquement jamais là. Hein, alors qu'ils avaient 3 heures à assurer, où ils étaient par Mont et par Vaux. Et alors, ça fonctionnait avec des chargés de cours. Vous voyez? Ça m'a beaucoup choqué, cette affaire. Parce que nous, on idéalise l'Occident, venant les Levantins, ceux qui viennent du Proche-Orient. On pense qu'il y a une justice, qu'il y a une liberté d'expression. On va venir à la liberté d'expression, fantoche. Et alors, j'ai décidé, si vous voulez, une fois que j'ai eu l'agrégation d'arabe, de tourner le dos à la fac. D'ailleurs, je me suis présenté, vous savez, c'est trop compliqué. Il faut appartenir, jouer le jeu. C'est pas mon truc, moi. J'aime pas, je suis moi-même, voilà, on veut pas de moi, salut.
Alors j'ai opté pour les grandes écoles. Et c'était un domaine plus ou moins vierge, parce qu'il n'y avait pas d'arabe dans ces grandes écoles. Alors ma lutte a été pendant 30 ans d'introduire l'arabe dans toutes les grandes écoles françaises. Ça a commencé par les techniques avancées, l'école des mines, l'école polytechnique, où j'étais le premier prof d'arabe, nommé maître de conf. Hein. C'était mon combat. Hein. Mais dire la langue arabe, vous savez, une langue, c'est une façon de voir le monde. Hein. C'est pas simplement parler. Ou alors, j'ai introduit avec des séminaires d'islamologie, de civilisation musulmane, un peu partout là où j'enseignais. C'est-à-dire à l'école polytechnique, surtout à l'ENSTA où j'ai, je dirais, sévi pendant 30 ans, voyez-vous. Et j'ai formé des ingénieurs, c'est-à-dire mon public était double. Il y avait des Arabes, arabophones, à qui je donnais des cours très pointus en arabe, de presse, d'administration, un peu style l'ENA en arabe. Et puis les Français, les francophones, c'était une initiation. Et puis j'ai profité du fait qu'il y avait des stages ouvriers et des stages linguistiques pour former des Français qui à la fin devenaient de grands spécialistes du monde arabe et qui, évidemment, certains, ça leur a permis de gagner beaucoup d'argent, d'autres dans les corps de l'État, ils étaient importants. J'ai même un élève qui est un spécialiste de l'ordinateur en arabe, Christian Gobert, un Normand qui vit au Caire et qui a révolutionné les ordinateurs arabes. Bon, voilà, c'était ça en gros. En plus, j'avais enseigné dans les classes prépa. Ça m'intéressait beaucoup plus de travailler avec cette élite, entre guillemets. Et puisque les portes de la fac m'ont été fermées pour diverses raisons, parce que je suis atypique, je suis arabe, mais pas musulman. Vous voyez, c'est très compliqué comme... voilà. En gros, c'est ça. Bon, excusez-moi d'avoir été long, mais ça vous donne une idée. Donc, mon combat était de faire découvrir à mes élèves français et du monde arabe, Liban, Tunisie, Maroc, Algérie, parce que c'est là où on avait l'élite, les premiers du bac étaient envoyés en France, et j'ai eu la chance d'enseigner dans les plus grandes institutions de France et de Navarre, le lycée Louis-le-Grand, le lycée Henri IV, le lycée Sainte-Geneviève de Versailles. C'est les trois plus grands lycées qui produisent les plus gros cerveaux pour l'école normale sup, après pour la recherche, le CNRS, voilà. En gros, toujours par ce biais de l'arabe. Alors, est-ce que j'ai eu une influence je pense, oui et non. Je crois que les gens qui m'ont eu comme prof, sûrement, peuvent après travailler cela, mais je n'ai pas de contact direct je n'ai jamais eu de contact direct avec aucun pouvoir, que ce soit en Syrie ou en France. Voilà. Donc, ça a été trop lent. Je voulais demander... Les choses sont posées, donc c'est très bien. Voilà. Sur un plan plus général, pour revenir tu as dit que tu as formé des spécialistes du monde arabe, des gens qui sont devenus des spécialistes du monde arabe. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui en Occident, dans les médias, dans les grands médias, de la place pour des spécialistes du monde arabe dignes de ce nom, à ton avis ? Vous voyez, quand il y a eu le 11 septembre aux États-Unis, les Américains ont embauché 8000 arabisants. Ils ne les ont pas embauchés tout de suite. Ils avaient besoin de 8000 arabisants, après le 11 septembre, en disant qu'il y a une faille dans les services secrets, il faut des spécialistes de langue arabe. Moi, à l'époque, j'étais à Louis-le-Grand, dans les prépas. Alors, ils ont voulu créer une filière spécialisée d'arabe à Henri IV. Ça veut dire quoi, une filière spécialisée? Parce qu'elle n'existait pas pour l'arabe. C'est des gens qui font 8 heures d'arabe par semaine, après le bac. Et donc, c'est la spécialité, à part les autres matières.
Hein. Ça n'existe aujourd'hui qu'à Henri IV, voyez-vous. Suite peut-être en 11 septembre aussi. C'est qu'ils voulaient des... Mais malheureusement, le projet a avorté. Parce que quand j'étais à Henri IV, on n'a pas joué le jeu, j'avais pas beaucoup d'élèves. À Louis-le-Grand, j'avais près de 400 élèves. À Henri IV, j'avais 2 pelés et un tendu. Hein, parce qu'on n'a pas fait le nécessaire. Alors là, évidemment, il y a beaucoup de facteurs qui jouent. Vous avez des gens peu avertis. Peut-être qu'à l'époque, le proviseur d'Henri IV... il était heureux d'avoir cette filière, ça fait de la pub, mais il n'y avait rien derrière qui suivait pour créer vraiment une filière. Ceci dit, dans ces quelques années, avec ces quelques pelés étendus, j'ai eu des gens qui ont majoré la grecque, qui sont maintenant des chercheurs, voilà. Alors, est-ce qu'on a besoin? Oui. Mais quand on voit les soi-disant, les prétendus, comme on dit en arabe, zarma, experts, oui, c'était à la plutôt ma télé question, française, oui. Mais c'est à mourir ou à pleurer. Hein. Vous avez un plateau sur la Syrie, tout le monde est expert de la Syrie, personne ne parle arabe, personne n'a mis ses pieds en Syrie, et ils vous parlent de la Syrie comme ils rentraient... D'ailleurs, même quand ils y vont, c'est aussi un manque de professionnalisme. Donc, et là, de manière générale, hein, toutes les discussions concernant le monde arabe, on se dit, mais bon, on discute de la Palestine, mais inviter un Palestinien, hein, qu'il parle, non, on n'a pas ça. C'en est de même pour beaucoup de dossiers. Ça montre que on est muselé, qu'il n'y a pas de liberté d'expression dans les médias français. Ça, il faut le dire haut et fort. Il n'y a pas de liberté d'expression. Moi, j'ai été souvent, je peux vous raconter... C'est ça que je voulais en venir, c'est que moi, je t'ai connu à l'époque de la guerre en Syrie, où tu prenais des positions fermes, où tu n'hésitais pas à dire aux gens que tu avais en face de toi qu'ils ne pouvaient pas se permettre de parler, par exemple, de Alep, puisqu'ils n'y avaient jamais foutu les pieds. Enfin, tu les mettais en boîte, comme tu aimes bien dire. Et voilà, c'est comme ça que je t'ai connu. T'étais très éloquent. Et du jour au lendemain, on t'a plus vu. Alors, j'aimerais bien que tu nous expliques ce qui s'est passé. Ah, c'est un long combat, voyez-vous. D'abord, je vais vous raconter des petites anecdotes qui se sont répétées souvent. Vous savez, dans une télé, il y a de petits employés qui servent un grand journaliste, qui font tout le boulot, quoi, chercher les spécialistes, les invitations, tout. Bon. Ces gens-là, je leur rends hommage, parce que c'est des gens de l'ombre qui travaillent, mais c'est pareil. Par exemple, ils cherchent, sur ça, hein, les frères musulmans, il faut inviter Bassam Tahan. Hein. Il a fait toute une série de conférences au Maroc sur les épîtres de Hassan el-Banna, le fondateur, tout ça. Il m'invite. Bon. Une demi-heure avant l'émission, je reçois un coup de fil. Vous nous excusez, on a changé de programmation. Ce n'est plus ça, alors ce sera pour une autre fois, n'est-ce pas? Bon, mais vous allez voir, il n'y a pas eu de changement de programmation. C'est quelqu'un d'autre, un soi-disant prétendu expert, qui est là pour parler. Vous voyez? Mais ça m'est arrivé un nombre de fois. Incroyable, hein? Incroyable. Alors, parfois au début, vous voyez, on ne savait pas encore comment... Il n'y avait pas la doxa imposée. Petit à petit, il y a des doxas qui s'imposent sur un sujet particulier dans les médias. Enfin, je vous parle des fruits de mon expérience, du vécu dans ces médias, voyez-vous. Alors, à tel point qu'après, moi, j'ai dû travailler avec d'autres médias, pas forcément français, pour expliquer mes points de vue. Et alors, on me reprochait, on me disait, mais pourquoi vous travaillez avec l'Iran, hein? Pourquoi vous travaillez avec la Russie? Alors, je leur ai dit, écoutez, si vous avez du piston que j'intervienne à TF1 ou Antenne 2, je veux bien. Mais vous ne m'invitez pas. Hein? Alors, alors, c'est pas la Russie, c'est pas l'Iran, c'est pas Bagdad, c'est pas Beyrouth, c'est quoi? Ce sont des jeunes journalistes engagés qui voulaient
faire de l'information alternative. Parfois, souvent même, contredire la doxa officielle. Alors j'ai eu plusieurs groupes. Avec le temps, vous voyez, ces gens-là qui étaient jeunes faisaient ça gratuitement. Maintenant, ils sont employés dans de grandes télés, tout ça, c'est tombé à l'eau. Alors voilà, alors pourquoi j'ai été exclu? Justement parce que j'ai pas fait de concession. Il y a des choses sur lesquelles on peut pas faire de concession. La vérité, ça se vend pas, ça s'achète pas. Que pour cela, on va mentir. Non, on est là pour éclairer. Voilà. Alors, je peux vous raconter. Une fois, j'étais à France 24. Entre guillemets, je suis un des fondateurs de France 24. En arabe, les émissions que j'ai faites en arabe, chaque fois que j'intervenais, évidemment, on disait, ça intéressait beaucoup de monde, parce que voilà un spécialiste d'arabe qui parle dans un arabe contemporain. C'est pas évident de traduire les concepts dans un arabe contemporain et puis de prendre position. Et petit à petit, France 24 est un peu le salon du Quai d'Orsay, quoi. C'est une chaîne pour la diplomatie française et il y a beaucoup de mensonges là-dedans. Alors moi, j'étais pas d'accord. Je disais alors un ami qui, je cite son nom, Majed Nameh, qui est le rédacteur en chef de Africasie, m'a appelé, m'a dit Bassam, j'étais à France 24 et j'ai entendu le rédacteur en chef en main, parce que là-bas, les murs sont en verre, on peut tout entendre, il était à côté. Tu étais en tête de liste qu'il fallait plus inviter Bassam Tahal et il a barré ton nom. Voilà, je te le dis. D'ailleurs, lui aussi a été interdit un peu plus tard. C'était autour de quelle année, ça? Ça, c'était au début du printemps islamo-américain. Moi, je ne crois pas qu'il y ait un printemps arabe, ça c'est du blabla, allez raconter ça à quelqu'un d'autre. Le printemps, quel printemps arabe? Les Américains ont détruit la Libye, la Syrie, le Liban, le Yémen. Qu'est-ce que j'ai oublié? L'Irak, avant le printemps islamo-américain, et ils nous disent, ah oui, mais vous voyez, c'est la Révolution française, je sais pas quoi, mais c'est des gens qui rêvent. Vous plaquez des périodes historiques de votre histoire européenne sur le monde arabe, mais ça marche pas, ça, au niveau logique. Manuel Valls appelait ça l'importation de nos valeurs. Voilà, alors l'importation, alors Valls, il était complètement à côté de ses pompes, passez-moi le terme familier. Vous m'inspirez confiance, c'est pour cela que je parle un français non châtié. Alors voilà. Alors Valls, lui, il était mais complètement dans l'erreur. Il croyait que, d'ailleurs, les gens partaient de Bruxelles. Moi, j'ai assisté à des scènes où, à la gare du Nord, les djihadistes, entre guillemets, qui passaient par Bruxelles pour aller en Syrie, étaient acclamés, que c'est les combatteurs comme la révolution de 36 en Espagne. Mais ça n'avait strictement rien à voir. C'était des barbus qui voulaient renverser le seul pays dont la constitution est laïque, à part le Liban, entre guillemets, qui a une constitution plus ou moins laïque, c'est la Syrie. La religion du président de l'État, la religion de l'État en Syrie n'est pas l'islam. Il n'y a pas cet article dans la Constitution. Et puis après, on vous dit, on amène la démocratie et le laïcisme. Mais au contraire, vous dégommez le laïcisme et tout. Voilà. Alors, ça, moi, je l'ai dit haut et fort. Je dis, alors je suis passé sur BFM. Alors, il me disait, oui, mais monsieur Tahan, vous exagérez là. Les islamistes, c'est 5%. Le reste, c'est des gens laïcs, mais je dis, non, franchement, c'est pas vrai, dites-moi. Alors, j'ai été invité chez Tadei. Pourquoi? Parce que Tadei, quand même, je le respecte. C'est un homme courageux, c'est même dans les médias. Frédéric Tadei dans l'émission Ce soir ou jamais. Ce soir ou jamais. Alors, il avait invité Florence Aubenas, qui est grand reporter au Monde, qui a été à Alep, elle. Mais alors, on lui a fait une visite guidée à Alep. Il a écrit après qu'il a trouvé
sympathiques révolutionnaires aux claquettes. Hein. Ils avaient des claquettes. Le jour où on lui a fait cette visite guidée d'Alep, d'autres islamistes s'attaquaient au quartier chrétien, n'est-ce pas, de Farhat. C'est là où il y a la statue d'un évêque Farhat qui est célèbre, où il y a la cathédrale des Maronites, la cathédrale des chrétiens arabes melkites. Voilà. Alors je lui ai dit, bon, elle a pâli, hein, mais je suis désolé. Hein. Je lui ai rendu hommage en disant qu'elle a été otage. D'ailleurs, moi, j'ai contribué à la libérer, à essayer de la libérer quand on m'écoutait. Bien que parfois, vous savez, vous prenez votre téléphone, vous appelez quelqu'un, vous tombez sur quelqu'un d'intelligent et qui vous écoute. Hein. Et j'ai essayé pareil pour Christian Chesneau et tout. J'ai proposé mes services et à l'époque, c'était la droite au pouvoir en France. Et j'ai eu, je crois, le chef de cabinet du Premier ministre. Comme ça, j'ai dit, voilà, ben si vous voulez, j'ai du culot, je prends mon téléphone, j'appelle, j'ai dit, voilà, moi je suis prof, je peux peut-être vous aider. Mais de manière générale, vous n'êtes pas écouté. Il faut avoir sa carte du parti. Si vous n'êtes pas du parti, vous avez beau être le plus grand expert de... Alors, voilà, maintenant vous me dites, monsieur Tarrant, vous êtes gonflé, vous parlez comme si... Écoutez, j'ai produit des centaines de vidéos, d'interventions, d'émissions radio, qu'on me montre à la lumière des événements si ce que j'ai dit a été démenti par les événements. Hein? Invitez-moi quelqu'un à un débat qui dise Bassam s'est trompé sur ce dossier. Invitez, appel, voilà, les experts, Zarma, hein? On est prêt à vous recevoir et à discuter de... Pourquoi ils ne veulent pas ouvrir Peut-être le bourgmestre qui veut venir. Pourquoi ils ne veulent pas ouvrir ces dossiers du passé? Parce que ça leur donne mauvaise conscience. Ils se rendent compte qu'ils se sont trompés. Ou alors, pire, ça c'est les gens de bonne intention qui ont une mauvaise conscience. Les autres, non. Et ils ne veulent pas reconnaître leurs erreurs. Ils disent, c'est bien, on a détruit la Syrie, hein? On a détruit la Libye. On a détruit la Tunisie. Voilà. Hein. Alors, arrêtez, s'il vous plaît, je vous en prie, de parler de printemps arabe. Le printemps arabe n'a jamais existé que dans vos têtes et dans vos médias bidons. Hein. Voilà. Et comme tu es justement un peu plus renseigné que la plupart des experts de plateau sur la Syrie, quelle est la situation aujourd'hui, la fin 2023 de la Syrie? Parce que elle était sous les feux de l'actualité pour tout ce qu'on sait, et puis comme d'habitude les médias sont passés à autre chose, et puis on parle d'autres conflits, d'autres choses, puis c'est toujours la valse de ces choses-là. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Syrie? Quelle est la situation du pays? Voilà. Alors vous voyez, la moitié du peuple syrien, on était 23 millions avant le printemps islamo-américain maudit. Aujourd'hui, on est à peu près peut-être 11 ou 12 millions. Le reste, tout le monde a quitté. C'est pas en fuyant les bombes d'Assad, comme on dit, ou des Russes, c'est pas vrai du tout. Hein. La situation est invivable avec des islamistes nourris par les forces occidentales. Et là, je vous renvoie au plan de la CIA, c'est Tembe Sycomore, si je prononce bien. Je suis pas très angliciste. J'aime beaucoup la francophonie entre nous. C'est un autre esprit. Bref. Alors, dans ce plan de la CIA, la France, l'Angleterre, le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, c'était en 2011-2012, devaient épauler les islamistes en Syrie, Daesh, Nusra et compagnie, avec l'aide de la Turquie, pour déboulonner, pour parler familièrement, Assad, renverser Assad. Pourquoi ils veulent renverser Assad? Parce que Assad, c'est un homme fier. On lui a dit, écoute, cher Bachar, tu te sépares de l'Iran et tu resteras roi de la Syrie jusqu'à la fin de tes jours. Le lendemain, il s'est fait photographier avec Sayyid Hassan Nasrallah, le secrétaire. Alors,
bien sûr, je prononce à l'arabe très vite. Alors, avec Sayyid Hassan Nasrallah, hein, en bonne phonétique internationale. Qui est pour nos auditeurs, tu peux dire qui il est. Alors, qui est le secrétaire général du Hezbollah, pour les arabophones, Hezbollah. Alors voilà. Et avec Ahmadinejad, le président iranien. Alors là, ça a mis hors d'elle-même Madame Clinton. Que voilà, on te propose, on te laisse ça, et puis tu vas nous trahir, tu restes avec l'axe iranien. Puisque j'ai parlé de l'axe iranien, permettez-moi de revenir un peu à l'école de guerre. Dès le début de la révolution khoméiniste, parce qu'il s'agit bien d'une révolution, bien que cette révolution ait commis des erreurs, il reste quand même beaucoup de choses positives dans cet éveil chiite. J'avais lancé un concept qui est le croissant chiite. Le croissant chiite, c'est un éveil d'une minorité persécutée à travers l'histoire musulmane. Les sunnites ont persécuté les chiites. Pour vous donner un exemple, le sultan Selim Ier, quand il a conquis l'Égypte en 1518, après avoir conquis la Syrie en 1516, hein, il a passé au fil de l'épée 1,5 million de chiites dans la région, parce qu'il a gagné contre les Perses de l'époque, l'Égypte, la Syrie. Ça vous donne une idée. Et voilà que il se trouve, par hasard, est-ce qu'il y a un hasard? Selon Jung, n'est-ce pas, l'élève de Freud, il n'y a jamais de hasard. Moi, je crois aussi qu'il n'y a pas de hasard. Il s'est trouvé, qu'un alawite de Syrie, Hafez al-Assad, arrive au pouvoir. Il appartient à la grande famille des chiites, même si la religion alawite a des différences, des clivages importants avec l'islam orthodoxe. Mais ça, je m'en fous, moi, je sais pas, ça me les rend sympathiques, d'autant plus qu'ils sont pas orthodoxes. Chacun pense ce qu'il veut, vous voyez, on peut pas dire vous devez être comme ça, chacun fait ce qu'il veut, c'est l'histoire. Hein. S'ils sont musulmans à leur manière, tant mieux pour eux, ils me gênent pas, moi. Au contraire, peut-être que... Oui, alors, donc, Hafez al-Assad est arrivé au pouvoir en Syrie, il était chiite. Il a épaulé qui? Il a épaulé une autre minorité au Liban. C'est Nabi Berri. Nabi Berri, c'est le président du Parlement libanais, c'est un chiite, avec son parti Amal, qui est l'espoir. Et puis, il y a eu le Hezbollah. Ils se sont battus au début. Puis après, Assad s'est arrangé avec l'Iran pour les unifier. Maintenant, ils ont accordé leur violon, si je puis dire. Hein, le parti un peu laïque et Alors, cet éveil chiite a changé le paysage politique du Liban. Vous voyez ? Alors, on dit le Hezbollah, c'est un parti terroriste. Mais le Hezbollah est un parti politique, d'abord, hein, qui a forgé une armée pour défendre son pays. Au départ, toute la région qu'occupe maintenant le Hezbollah n'était pas occupée par les hommes du Hezbollah chiite. C'était des Palestiniens. Mais une fois qu'Israël est entré et qu'elle a chassé les Palestiniens, vous vous souvenez, dans la guerre libanaise, en poussant Arafat à Beyrouth, puis Arafat a été, n'est-ce pas, conduit ailleurs avec une bénédiction internationale, il y a eu un éveil. Et ces chiites du Sud ont pris l'option de se défendre. Et l'Iran, évidemment, est intervenu. Mais avant, l'Iran, c'était la Syrie. Hein. La Syrie a aidé beaucoup les chiites du Sud-Liban. Mais il n'y a pas que des chiites au Sud-Liban. Hein. Il y a aussi au Liban, dans le nord, à Tripoli, il y a encore des alaouites. Alors, alaouites, c'est une famille, une branche de la famille chiite. On continue, si vous voulez. Cet éveil chiite, continuons dans le croissant, n'est-ce pas, hein, a éveillé aussi les chiites d'Irak qui étaient majoritaires, hein, gouvernés par un sunnite qui est minoritaire. Alors on a, si vous voulez,
La Syrie qui est sunnite, gouvernée par un minoritaire alawite, et l'Irak qui est chiite, gouverné par un minoritaire sunnite qui est Saddam. Bon. Vous continuez, vous arrivez au Bahreïn, l'île de Bahreïn est chiite, à majorité chiite, mais le pouvoir est sunnite, installé par les Britanniques. Il y a même, n'est-ce pas, des chiites en Arabie Saoudite. C'est la région où il y a le plus de pétrole. Vous comprenez? Vous continuez, vous arrivez au Yémen. Il y a les Haïdites aussi, c'est des chiites aussi. Alors vous voyez que ce monde riche de pétrole et où il y a l'influence occidentale américaine et où le dollar est Dieu, est entouré de groupes chiites qui se sont éveillés, qui se sont armés, qui ont réclamé leurs droits, eux qui sont sortis de l'histoire profonde de persécution dans ce monde musulman, et ils veulent se faire reconnaître, n'est-ce pas? Alors, une petite parenthèse, quelle est la plus grande université, mosquée sunnite aujourd'hui? C'est au Caire, Al-Azhar. Mais vous savez qu'Al-Azhar a été fondé par des chiites, historiquement. C'est des Fatimides de Tunisie qui ont été au Caire et qui ont fondé Al-Azhar. Vous voyez? On ne peut pas comprendre le monde arabe contemporain sans connaître son histoire. Il y a alors là une leçon pour les experts, une fois, entre parenthèses, parce que vous savez, moi je suis à l'oriental, j'aime raconter. J'étais une fois à LCI et le présentateur ne savait même pas qu'il y avait deux Tripolis. Un Tripoli au Liban et un Tripoli en Libye. Ben alors là, j'étais un peu mal à l'aise parce que j'allais pas lui. Il comprenait pas. Tripoli. Puis on se rendait compte qu'il savait pas qu'il y a un Tripoli au Liban. Oui, ça vous donne une idée du niveau. Alors là, ça va me permettre de vider mon sac contre les éditorialistes. Alors, qu'est-ce qu'un éditorialiste en France? Un éditorialiste, c'est quelqu'un qui est censé savoir tout. Vous voyez? N'importe quel événement, il a une rhétorique creuse à laquelle on le forme dans un beau français pour ne rien dire. Alors vous lui dites, voilà, il y a ça, tout de suite, l'éditorialiste de la chaîne vous pend un truc, et les pauvres spectateurs sont là, il parle bien, mais qu'est-ce qu'il vous a apporté? Rien, alors là, il faut réformer. Moi, à mon avis, il faut arrêter cette histoire d'éditorialiste. On ne peut pas être spécialiste de tout. Voilà. Alors là, message aux médias, les éditorialistes gagnez un peu moins d'argent et faites-vous recycler. Apprenez qu'il y a deux Tripolis dans le monde arabe et pas qu'un seul. J'ai donné l'exemple de Tripoli, je peux vous citer une liste d'erreurs colossales sur l'islam, le monde arabe, enfin bref. Donc vous voyez, cet éveil du monde chiite a créé une nouvelle situation politique anti-américaine. Vous voyez? Je vous donne un exemple. Pourquoi la Syrie est anti-américaine? Elle n'est pas vraiment au départ. Au début du siècle dernier, quand ils ont fait voter les Syriens, quel pays ils voulaient pour qu'ils soient mandataires, les Syriens ont voté pour l'Amérique. Mais après, la France, qui est dans le partage de Sykes-Picot, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je rappelle que Sykes-Picot était un accord secret entre Britanniques et Français pour se partager le Proche-Orient. La zone bleue A était française, elle était en bleu. La zone rouge B était british. Alors, avant ces événements, au niveau dette, la Syrie n'avait aucune dette. Aucune. Zéro. C'était un pays qui fonctionnait très bien et qui a tourné le dos au dollar. On ne veut pas. Donc, vous voyez, et une des raisons pour lesquelles on voulait détruire la Syrie, il y a 36 000 raisons, même, je dirais, les 1001 raisons. Parce que la Syrie est un pays actif au niveau politique. Michel Aflaq, ce chrétien orthodoxe, a créé le parti laïque du Mas. Et c'est là où la France ne connaît pas les gens qu'elle a formés.
Michel Aflaq a fait ses études à Paris. Il était influencé par Emmanuel Mounier. Emmanuel Mounier est le philosophe du personnalisme. Michel Aflaq a dit il faut qu'il y ait un personnalisme arabe. Et c'est pour cela qu'il a dépassé le problème de religion, ce clivage musulman, chrétien ou autre, pour dire nous sommes tous arabes. Après, il y a un autre qui lui a parlé de socialisme, et c'est devenu le parti arabe socialiste, mais qui a fait, à un moment donné, la moitié du monde arabe marchait dans le laïcisme de... Et ça a coïncidé, bon, vous me permettez, il y a beaucoup de digressions, hein, je parle un peu à bâton rompu, mais ça peut rappeler, vous voyez. Alors, ce théoricien de l'arabisme, du panarabisme et du socialisme, a rencontré un Lénine de l'arabisme. Ce Lénine de l'arabisme, c'était Nasser, qui, lui, était pour le panarabisme et a voulu contrer l'Occident en 1956 dans l'histoire du canal de Suez. Et il a gagné la partie. Oui, mais c'est que c'est dur quand l'Occident perd une bataille. Il prépare comment, et vous savez l'issue tragique de Nasser, puisqu'en 1967, il a perdu la guerre contre Israël, puis il en est mort d'une crise cardiaque en 1970. Vous voyez? Donc, on était avec cette Syrie. Hein. Pourquoi on l'a détruite? Parce qu'elle fait partie de tout un groupement idéologique, entre guillemets, chiite, qui s'oppose aux Américains et aux intérêts américains et au dollar, hein, c'est clair. Hein. Et là, la Syrie paye le prix, si vous voulez, de cet engagement. Alors actuellement, hein, le nord de la Syrie, à l'est de l'Euphrate, est occupé par des Français et des Américains. Les Américains pillent le pétrole syrien, mais en disant toujours qu'eux sont là pour combattre Daesh. Mais ça fait combien d'années qu'ils sont là pour combattre Daesh? Et ils n'ont pas fini avec Daesh. Et alors que c'est eux, si vous écoutez Trump, le président américain, il dit Daesh est une création américaine de Obama, hein, et de Clinton. Vous pouvez écouter aussi Kennedy qui a dit, je suis sorti de la réunion, j'ai dit, oh bah, qu'est-ce que c'est? On va détruire le monde arabe. Hein. Et c'est ça là, le paradoxe. On dit qu'on est là pour combattre Daesh, Al-Nosra, tous ces groupes islamistes, mais en même temps, on les aide. Pourquoi on les aide? Dans l'espoir qu'ils puissent dégommer, déboulonner, neutraliser, trouver le synonyme que vous voulez, Assad. Parce que pour eux, Assad est l'homme des Iraniens. Hein, voyez-vous? Donc, et là, permettez-moi de revenir sur LCI. J'étais sur une émission sur justement la Syrie. Et un soi-disant reporter de guerre a dit que c'était normal que les Américains soient à l'est de l'Euphrate et le pétrole. Alors je lui ai dit, mais comment ce pétrole est syrien? Il appartient d'abord à la Syrie, l'Amérique n'a rien à voir avec ce pétrole. Et ces islamistes, on m'a dit, mais alors qu'est-ce qu'on fait des islamistes? Je leur ai dit, c'est M. Le Drian qui doit les prendre chez lui. Hein, puisque lui, à l'époque, était le ministre et des Affaires étrangères, de guerre et de... vous savez, c'est un problème. Tous ces islamistes qui ont quitté la France et qui sont allés encouragés, vous l'avez très bien dit, par des gens qui se sont trompés, Valls, Fabius, Hollande même, voyez. Et moi, avec tout le respect que je dois à ces hommes politiques, mais c'est humain de dire on s'est trompé, point. Mais peut-être qu'ils ne se sont pas trompés en fait. Parce que si on regarde ton analyse, c'est que finalement il y a un pouvoir chiite qui est directement en confrontation avec l'hégémonie américaine dans le Moyen-Orient et que globalement le pouvoir sunnite est plutôt allié des Américains. Donc ils vont trouver les franges les plus, on va dire, intégristes et radicales de ces on va dire, pays sunnites pour continuer une guerre et gagner du terrain
Et finalement, ils trouvaient leur bis, c'est-à-dire le pétrole et toutes les ressources qu'on peut trouver Parfait. inimaginables. Et quand on regarde ce que fait Valls ou Fabius ou Hollande, j'ai l'impression que ça répond à une feuille de route américaine. Tu as parfaitement raison, cher ami. Quand je dis ils se sont trompés, je me place un peu sur un terrain de vérité. Mais en fait, ils ne se sont pas trompés. Si leur but réel était de détruire la Syrie, ça y est, la Syrie est pas mal détruite, mais Assad est toujours au pouvoir. Et le peuple syrien lutte. Vous voyez, mais c'est vrai. Si leur but était de neutraliser ce croissant chiite et de détruire le monde arabe, moi je crois que j'ai une autre thèse. Le but de l'Occident et des Américains, c'est de détruire l'islam de l'intérieur. C'est pour cela qu'ils jouent sur les clivages dans ce monde musulman. Ils montent les uns contre les autres. Une fois, un responsable américain, il a dit on ne peut pas permettre à certains de dire que nous, on veut détruire l'islam de l'intérieur. L'islam ou le monde arabe? Ben, l'islam aussi. Alors, je crois que les deux se confondent quand même. Oui, On peut pas parler du monde arabe sans parler d'islam. On peut pas séparer. Par exemple, hier, j'ai pas pu parler de l'origine de cet islam-ci un peu. Quand l'Occident a aidé les djihadistes à aller se battre contre les Russes en Afghanistan, ce sont ces gens-là, n'est-ce pas, les Afghans, qui n'étaient pas Afghans, hein, c'était des Tunisiens, des Algériens, tous les gens qui ont été, parce qu'à l'époque, on était bien payés, et puis dans le monde, être moujahid était un titre de gloire, qu'il se bat contre l'URSS, contre l'athéisme, il libère le monde musulman, mais ce sont ces Afghans qui se sont retournés contre ceux qui les ont aidés. C'est-à-dire, on a créé un virus, et on a dit, ce virus doit mourir dans 48 heures. Il accomplit son rôle, Daesh, par exemple, et puis ça y est. Mais oui, mais ce virus a muté. Non, mais ce que tu dis est aussi valable pour le Hamas. C'est la même chose. Oui. C'est une créature. Le Hamas est une créature israélienne. Oui. Qui était en partie. C'est-à-dire que pour limiter l'autorité et affaiblir l'autorité de Ramallah, des autorités palestiniennes traditionnelles, du Fatah, n'est-ce pas, du Fatah, c'était pousser un peu les groupes islamistes, comme ça on neutralise la Cisjordanie. Et puis après, maintenant, ils se plaignent que le Hamas est devenu très fort. Vous voyez, c'est exactement ce qui s'est passé en France, moi je le dis plusieurs fois, avec Le Pen. Hein. À un moment donné, les socialistes ont aidé Le Pen pour neutraliser Chirac. Hein. Vous êtes de droite, on va vous créer une extrême. Mais maintenant, Le Pen, ils sont forts en France, hein, ils comptent des millions. Mais là, on ne peut pas dire que c'était un mauvais jeu de leur part. Non, bien sûr, bien sûr. Et à l'aube de tout ce que tu dis, on a quand même vu Poutine et la Russie aider beaucoup Bachar à l'époque de cette guerre, sans quoi je pense qu'ils auraient été au bout de leur idée, donc c'est-à-dire détruire la Syrie complètement. C'était ma prochaine question, justement. Voilà. Je disais, on peut schématiser en disant que la Russie a sauvé la Syrie. Bien sûr. On peut. Ça, je l'ai dit, moi, je l'ai tweeté, j'ai pas honte de le dire. Abstraction faite de l'Ukraine, la guerre, tout ça, je ne me prononce pas. C'est très délicat en ce moment d'en parler. C'est très délicat d'en parler, je m'arrête là. Mais j'ai toujours dit que si Poutine n'était pas intervenu en Syrie, on aurait Idlib sur Seine. Idlib, c'est une très belle ville syrienne occupée par les islamistes, voyez, aidée par la Turquie. Et alors là, évidemment, dans ce jeu, la Turquie a détruit la Syrie, et ça, ils savaient très bien, les Français. Tous les soirs, d'Antioche, une ville turque qui était syrienne dans le temps. Mais je reviendrai à Antioche, c'est important. Ils envoyaient à peu près 30 bus d'islamistes armés. Et quand il y avait des blessés, ils étaient soignés dans les hôpitaux turcs. Alors en ce moment, vous voyez, la côte est défendue par les Russes, par la base maritime de Tartous. La Russie a toujours rêvé des eaux chaudes, d'avoir une fenêtre. C'est ça, c'est Tartous. Ils ont une base.
Sans cette base, peut-être on n'aurait jamais pu être aidé par la Russie. Mais l'histoire d'amour, entre guillemets, entre la Russie et la Syrie remonte au Parti communiste 1919, la date de la création du Parti communiste syrien. Et puis on a toujours été, nous... alors pourquoi on est pro-russe? C'est parce que l'Occident n'a jamais voulu vendre d'armes à la Syrie. Le professeur Minkowski, un ami, paix à son âme, c'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire, Minkowski, Alexandre. Alexandre était un homme juste. Il disait, il affirmait son judaïsme et il critiquait les responsables israéliens. J'étais lié d'amitié avec Minkowski pendant des années. Même, il m'a proposé d'être sur sa liste pour les élections européennes. Mais à l'époque, on devait avoir tellement de succès sur cette liste que Mitterrand a empêché les financiers de nous prêter l'argent pour présenter la liste. Bref, Alexandre Minkowski m'a posé cette question. Il m'a dit, mais Bassam, enfin, pourquoi les Palestiniens, les Syriens, ce monde arabe levantin ne s'adresse pas à l'Occident? Pourquoi ils se jettent entre les bras des Russes? Puis j'ai dit, mais on a toujours proposé une amitié, vendez-nous des armes. Mais l'Occident ne voulait pas, parce que l'Occident est l'allié d'Israël à cause de la Shoah. Moi, je m'incline devant tous les morts de la Shoah, et ça me fait mal au cœur. Et nous, pendant cette guerre que je ne connais pas, la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs se sont réfugiés dans le monde arabe. Dans le monde arabe, personne ne les a persécutés. Hein. C'est bien de le rappeler, ça. C'est bien de le rappeler. Mais bien sûr, mais parce que là, l'Occident, pour racheter son erreur, est parfois aveuglé et ne voit pas la réalité en face. Alors, j'ai dit à Minkowski, j'ai dit, écoute, si vraiment la France voulait aider la Syrie et tout ça, la Syrie n'aurait pas acheté des armes et ne se serait pas alignée sur les positions du camp de l'Est. Hein. Alors, la preuve en est la guerre de 56. La guerre de 56, qu'a fait Israël, je rappelle, hein, c'était l'idée de deux polytechniciens français qui se croyaient intelligents. Peut-être ils sont intelligents en maths, mais en politique, ils étaient nuls. Ils ont proposé à Israël un scénario, hein, que les Israéliens et les Égyptiens se battent autour du canal. C'est la guerre de 56, hein, qui est très importante dans l'histoire contemporaine, Occident-Orient. Et là, les Français interviennent pour arrêter cela, mais tout ça était un scénario français. Hein. En contrepartie, Israël a eu l'eau lourde qu'il fallait pour le nucléaire. C'était Shimon Peres, qui était le père du nucléaire, suite à Ben Gourion. Vous connaissez l'histoire. Enfin, moi, j'ai renseigné ça toute ma vie. Pour moi, c'est archi clair. C'est le problème de tout prof, de reprendre toujours les mêmes choses. Donc, Ben Gourion leur a dit, très bien, moi je fais. Il a sorti un papier, vous me signez ici. Voilà. C'était à Sèvres aussi, près de Paris. Ils se sont réunis. Hein. Et la guerre de 56 du canal a été dessinée comme ça. Vous voyez? Et ça prouve que la France, qui était mandataire de la Syrie, hein, n'a rien fait après pour aider la Syrie, au contraire. Donc, les Syriens ou les autres ne pouvaient pas demander à être avec l'Occident et à acheter des armes à l'Occident. Hein. Alors là, je rappelle, n'est-ce pas, qu'il y a deux poids et deux mesures. Quand De Gaulle a décrété un embargo après la guerre de 67 pour vendre des armes à Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez le problème des vedettes de Cherbourg. Hein. Des vedettes, malgré le... Enfin, ça prouve... Bon, si vous voulez, moi, franchement, hein, j'aime bien que les Juifs aient quelque chose au Proche-Orient avec les Arabes. Le monde arabe est grand, et les Arabes sont généreux. Hein. Mais il faut quand même... Il faut respecter les gens d'ici. Les Arabes n'ont pas fait de mal. Et moi, je vous dirais, je suis contre les deux États.
Moi, je suis plus radical dans ça. Faites un État où il y a des Juifs, des Arabes, ou khlas, comme on dit, et c'est fini. Hein? Mais on veut pas, parce que Israël est fondé sur une idéologie qui exclut l'autre. Hein? Oui, parce que justement, on n'arrête pas depuis des années, depuis des dizaines d'années, on n'arrête pas d'associer fanatisme et islam, alors que derrière Netanyahou, ce sont vraiment des fanatiques en fait. Hein. En fait, les sionistes au pouvoir sont, on peut dire, par définition, des fanatiques. Alors, le sionisme a connu plusieurs étapes dans son évolution. Mais ce que vous dites est très juste. Encore une fois, celui qui a assassiné l'homme de la paix, du projet de paix Isaac Rabin, c'était un juif ultra-orthodoxe. Isaac Rabin n'a pas été assassiné par un arabe. C'est clair que des fanatiques, il y a des deux côtés. Hein, mais c'est pas une raison. Moi, je vous dis vivement que prenez la France. Hein, dans la France, il y a des juifs, il y a des musulmans, il y a des francs-maçons, il y a des cathos, il y a des protestants, mais ça fait un État. Hein? Alors pourquoi voulez-vous dire, ah oui, là, les deux États? Non, moi je suis de la vieille école. Un bel État au Proche-Orient, il y a des juifs, il y a des arabes, mais là ils insistent sur la judaïté de l'État. Hein? C'est exactement, quelle est la différence entre ça et les wahhabites, avec leur islam wahhabite ultra-orthodoxe? Ça se calque très bien, oui, c'est vrai. En effet, les ressemblances sont troublantes, en fait. Non, moi, je vous assure, ce serait très bien que Juifs et Arabes créent une nouvelle civilisation au Proche-Orient. Elle existait déjà, en fait. Oui. La Palestine, c'était ça. Oui. C'était un mélange des trois religions monothéistes. Oui, mais à une époque où quand même la Palestine était sous-développée, c'était au début du siècle. Mais maintenant, il faut reconnaître, les Israéliens sont très forts dans les domaines scientifiques, l'industrie, tout ça, et les Arabes de leur côté aussi, des musulmans. Tenez, les Turcs avec la formation, n'est-ce pas, de leurs écoles privées. Hein, ce sont eux quand même qui sont arrivés à créer les drones et ils ont vendu leur usine à l'Ukraine. Ce sont eux qui ont découvert le premier vaccin, que l'on soit pour ou contre, du Covid. C'est un groupe de recherche turc. Donc ce monde levantin, qu'il soit turc, les Iraniens, hein, malgré l'embargo c'est un pays, moi je suis admiratif et j'ai pas honte de le dire. Hein. Alors on me dit, oui, vous défendez les ayatollahs, mais soyez objectifs. C'est un pays qui, depuis 40 ans, a fait des progrès scientifiques énormes. Hein. Alors, vous voyez, le monde est injuste. Et c'est toujours le double standard, c'est toujours le monde à deux vitesses. Voilà, quand on parle de ça, on n'est pas objectif, non. Non, qu'est-ce que vous voulez? Un jour, l'Occident va payer tout ça, hein. Va payer tout ça. On peut pas, l'histoire continue d'évoluer, les Iraniens évoluent, ont le nucléaire, les Turcs aussi, malgré la corruption de leur président, ce monde... écoutez, MBS... Le prince héritier de l'Arabie, du royaume saoudite, je l'ai écouté l'autre jour, il a dit une chose très intéressante. Il a dit, pour moi, les pays arabes vont être l'Europe des années à venir. En disant ça, il m'a fait penser à toute la philosophie du philosophe français que j'aime bien, n'est-ce pas, la décadence, hein, Michel Onfray, et qui dit que l'Occident est décadent. Mais c'est vrai que l'Occident est décadent. Quand je dirais que René Guénon le disait avant, Onfray, quand même. Aussi, oui, mais vous savez, Oswald Spengler l'a dit bien avant. Moi, je vous conseille. D'ailleurs, j'ai dit que Michel Onfray, parfois, copiait littéralement Oswald Spengler. Hein? Vous connaissez l'ouvrage en 3 tomes, c'est énorme. Que c'est vrai, c'est une civilisation qui s'essouffle, hein, face à une autre civilisation, d'autres civilisations qui montent. Hein.
Alors voilà, pour ce qui est de la Syrie. Alors en plus, les Américains, à part l'est de l'Euphrate, où ils pillent le pétrole, ils ont la base de At-Tanf, près de la Jordanie, et ils essayent de démanteler la Syrie en soutenant aujourd'hui les Druzes, une autre minorité religieuse de la Syrie. C'est un modus operandi classique des Américains. Voilà, ils ont provoqué des manifestations à Soueda, une ville druze près d'eux, près de la frontière jordanienne, pour encore une fois, en espérant qu'avec Poutine, qui est très occupé avec le dossier ukrainien, la Syrie paraît plus faible, et c'est peut-être le moment de la faire éclater. Vous voyez, c'est sans cesse l'histoire du Proche-Orient avec l'Occident, c'est une histoire d'accords secrets, de traîtrise de la part de l'Occident, tout le temps. Comment voulez-vous après, je ne justifie pas, mais comment voulez-vous après que certaines gens soient convaincus par la religion, par la haine de l'Occident, et vous étudiez l'histoire et disent, mais tout cela, ils nous ont trompés. Tout au long du début du XXe siècle, avec la colonisation et tout, je ne justifie pas. Mais je comprends, scientifiquement, je dirais objectivement, pourquoi il y a des gens qui se sont orientés vers un islam pur et dur, se sont radicalisés. Et voilà, enfin... Je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus, parce que Bassam, il a des tonnes d'histoires à nous raconter. Et Bassam, tu es le bienvenu pour reparler des sujets. On n'a pas parlé de la Turquie, on n'a pas parlé des BRICS, on n'a pas parlé des Chinois. Écoute, quand tu reviens à Bruxelles, on t'accueillera avec grand plaisir pour développer d'autres sujets. Et je te remercie d'être venu. Et voilà, je vais te laisser une petite phrase pour conclure. Et puis Alors, je remercie votre association, Artemus, qui m'a donné l'occasion de m'exprimer. C'est vraiment la liberté de l'expression dont on déplore la présence dans nos médias français. Je le dis haut et fort. Je ne change pas là-dessus. Et vive toutes ces associations qui font du bon travail dans les médias, dans l'information alternative, qui ont du courage et qui donnent un autre son de cloche et qui sont le vrai visage de l'Occident que j'aime. Eh bien, merci beaucoup, Bassam, pour cette magnifique conclusion. Je rappelle pour nos auditeurs que ceux qui veulent suivre Bassam, il est actif sur Twitter, sur X maintenant. On mettra en descriptif les liens vers son compte. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Au revoir. Au revoir.